fantassins en pantalon rouge ont défilé à Paris devant la gare de l'Est, où le ministre des anciens combattants, M. Jean Saint-Denis, a commémoré le 50e anniversaire du premier départ des mobilisés. Le matin du 2 août 1914, l'ordre de mobilisation était apparu sur tous les murs de France. Aussitôt, le peuple français tout entier se mit debout dans son unité. Il n'y manquait même pas l'enthousiasme. Un enthousiasme extrême qui semblait porter des boulevards à la gare de l'Est ceux qui partaient. Imaginait-il vers quelle bataille? Un mois plus tard, les taxis de Paris porteraient vers un front devenu tout proche un renfort de 5000 combattants et l'invasion serait stoppée sur la Marne. Mais la guerre, le premier grand conflit mondial, durerait 4 ans. Dans cette lutte, 4 millions d'hommes seraient vite engagés. 4 autres millions devaient les rejoindre. Par dizaines de milliers à Verdun, les hommes tomberaient. Quatre années durant, chaque pouce de terrain perdu ou gagné allait se compter en vie suspendue, au creux d'une tranchée, dans une nappe de gaz. 1 400 000 hommes ne reverraient plus leur foyer, 1 million resteraient mutilés. 2 août 1914, une date inscrite en lettres de feu dans l'histoire de France, dans l'histoire tout court. Les rugbymen français sont décidément irrésistibles lorsqu'ils jouent en Afrique du Sud. Leur tournée chez les Springboks, considérés pourtant comme les meilleurs rugbymen du monde, s'est soldée par une série de victoires impressionnantes, 5 matchs gagnés sur 6 rencontres. Le plus important de ces matchs, celui que personne ne voulait perdre, ni les Français ni les Springboks, s'est déroulé à Springs. Et là, on ne s'est pas fait de cadeau. La rencontre a failli débuter en combat de rue, on a un peu laissé traîner pieds et poings au cours de la partie, mais on a quand même joué au rugby. À preuve, ce magnifique essai de débordement de l'ailier français Darouille. Et c'est encore Albaladejo qui ajoute les 2 points de la transformation. Albaladejo s'est taillé la part du lion au cours de cette tournée sud-africaine. À lui tout seul, il a marqué 34 points, dont 5 au cours du test match remporté par les Français 8-6. Si à la fin de la rencontre, le public envahit le stade, c'est moins pour acclamer les Français que pour marquer sa déception. La rencontre européenne des jeunesses ouvrières chrétiennes a groupé à Strasbourg 25 000 participants. Durant 3 jours, ces jeunes ont comparé les conditions de travail dans leurs pays respectifs avant de participer ensemble à la messe au stade de la Maeno. Strasbourg 1964, Rassemblement européen. Dans 1 an à Bangkok, prochain conseil international de la JOC. Tout le monde n'est pas en vacances. Dans les TUV des grandes villes, ceux qui sont restés ont épuisé la gamme des réflexes d'autodéfense. Certains préfèrent les réalités rafraîchissantes aux illusoires banquises, le propos de chacun étant de fuir ce monde où l'on transpire. C'est le grand chassé-croisé de l'été où ceux qui ont 30 jours devant eux croisent celui qui ne ramène que des souvenirs. La fleur de serre, lilia l'éclorotique, croise la plante de plein vent, hautement pigmentée aux ultraviolets, l'estampille des vacances. Cette migration saisonnière est génératrice d'un important mouvement d'argent, le compte en banque tendant vers la marée basse, au fur et à mesure que s'amenuise le capital vacances. Au diable l'avarice, c'est toujours aux audacieux que sourit la fortune. Et l'an prochain, qui sait, peut-être partira-t-il lui aussi au volant de sa voiture. Ceux dont la route des vacances passe cette année par les célèbres vignobles du Beaujolais ne devront pas s'étonner si au lieu de leur proposer d'ouvrir une bouteille de derrière les fagots, on leur propose une boîte de derrière la cuve à mazout. Le vent du siècle vient de souffler sur une tradition pourtant solide. La mise en bouteille séculaire a fait place à la mise en boîte. Désormais, en effet, le Beaujolais aura droit à la boîte métallique, comme la bière ou le lait. Formule idéale, affirme-t-on, pour le campeur, voire l'alpiniste au flanc de la montagne. Il semble que la production s'oriente jusqu'ici prudemment, surtout vers l'exportation.
l'eau qui baigne les faubourgs de Paris devra bientôt abandonner son lit vieux de 140 ans. Le canal Saint-Martin vient d'être condamné par le Paris nouveau. Une route express lui succédera. Allant du nord au sud, autos et camions remplaceront les péniches. C'est encore le plus court chemin pour les marchandises depuis sa création en vertu d'une loi de Floréal en 10. La rivière d'Ourcq, qui l'alimente toujours, apportait au quartier un peu de la campagne. Aux journées de juillet, le peuple de Belleville et de Ménilmontant a retrouvé son courage le long de cette eau sombre. En juin 1848, les marronniers des berges saluèrent les corps tombés. Napoléon III ordonna par décret d'abaisser et de couvrir la partie du canal qui gênait en cas d'émeute les mouvements de troupes et les déploiements de cavalerie. Sur son toit, des jardins apparurent, des jets d'eau, des baies d'aération couronnées d'arbustes. Les quais désaffectés devinrent un boulevard enrichi de statues et d'un kiosque à musique. La moitié du parcours se fait dans un tunnel. Les péniches, une à une, sillonnent encore plus de 2 km réduits à la pénombre. Naviguer sous Paris, c'est encore se souvenir. Place de la Bastille, 1 millier de héros des 2 révolutions qui dorment entre les pierres semblent être ensevelis dans une cathédrale. À l'air libre, l'eau s'étale. Elle prend à sa charge les bateaux pour les mettre à niveau. Le canal en plein air entrecoupé d'écluses, avec ses ponts au ras de l'eau qui tournent sur eux-mêmes, exhale avec la rumeur vivante des choses le parfum d'autrefois. Riverains et passants s'accordent à sa vue quelques instants de rêve. Adieu l'hôtel du Nord et la chope des singes. Adieu la grange aux belles et le faubourg du Temple. Et nous disons adieu au canal Saint-Martin.